Je m'appelle Valérie Carson, j'ai 23 ans et j'aurais dû célébrer le jour le plus glorieux de ma vie. Au lieu de cela, j'ai vu mon père glisser quelque chose dans ma coupe de champagne lors de ma propre fête de remise des diplômes. Et la flûte en cristal gravée de l'emblème de mon université reposait innocemment sur la table, tandis qu'il y vidait furtivement un petit paquet de poudre blanche. Un toast allait être porté. Les décisions devaient être prises en quelques secondes. Alors, avec le plus beau sourire possible, j'ai fait quelque chose qui allait changer notre famille pour toujours. Avant de poursuivre cette histoire, appuyez sur le bouton « J'aime » et laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Les choix que nous faisons lorsque nous sommes acculés révèlent qui nous sommes vraiment, et je m'apprête à vous montrer le mien. J'ai grandi dans une famille qui, de l'extérieur, semblait parfaite. Notre maison dans le comté de Westchester était pratiquement un manoir avec 6 chambres, une piscine qui semblait s'étendre à l'infini et des jardins entretenus par une équipe de paysagistes qui arrivaient tous les jeudis matins comme une horloge. Mon père, Harold Carson, a bâti sa fortune dans le développement pharmaceutique et le capital risque, soulignant toujours combien il travaillait dur pour subvenir à nos besoins. Ce que les visiteurs ne voyaient jamais, c'était le congélateur émotionnel dans lequel nous vivions derrière ces murs parfaits. Ma mère est partie quand j'avais 10 ans, incapable de supporter plus longtemps le caractère autoritaire de mon père. Ma sœur Heather n'avait que 6 ans, elle était trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Tout ce qu'elle savait, c'est que maman était partie et que papa disait que c'était parce que maman ne nous aimait pas assez pour rester. Moi, je savais que ce n'était pas le cas. J'avais été témoin des disputes, de la manipulation, du lent écrasement de l'esprit de ma mère jusqu'à ce qu'elle ait le sentiment qu'il n'y avait pas d'autre choix que de s'enfuir. Après son départ, la différence dans la façon dont mon père nous traitait est devenue flagrante. Pour moi, il y avait des attentes sans fin, des normes impossibles et des rappels constants que je devais être exceptionnelle pour être digne d'amour. Pour Heather, il y avait des câlins, de l'affection et le genre d'attention dévouée qui me rendait à la fois jalouse et soulagée qu'elle n'ait pas eu à vivre cette expérience. Je me suis jetée à corps perdu dans les études, en partie pour gagner son approbation, mais surtout parce que la réussite à l'école était mon ticket de sortie. Chaque tableau d'honneur, chaque prix académique, chaque offre de bourse devenait un pas de plus vers la liberté. Lorsque j'ai été acceptée à Cornell grâce à une bourse partielle, mon père semblait plus ennuyé de devoir payer le reste que fier de ma réussite. L'université est devenue mon sanctuaire pendant 4 ans. Loin de chez moi, je pouvais respirer. Je me suis fait de vrais amis qui m'appréciaient pour ce que j'étais, et non pour ce que je pouvais accomplir. J'ai commencé à sortir avec Thomas, qui m'a montré à quoi ressemblait un amour sain. J'ai même entamé une thérapie, déballant peu à peu les dégâts causés par un père qui considérait ses enfants comme des prolongements de lui-même plutôt que comme des individus. Tout au long de ces années, ma relation avec Heather s'est détériorée. Elle était devenue la compagne idéale de mon père, absorbant sa vision du monde, ses jugements, sa façon de déformer la réalité. Les appels téléphoniques à la maison devenaient des exercices de retenue, car je l'écoutais répéter ses opinions sur mes choix de vie. Elle avait maintenant 19 ans et suivait des cours à l'université locale, tout en vivant à la maison sous son influence. Ce que mon père et Heather ne savaient pas, c'est que ma grand-mère, la mère de ma mère, avait secrètement constitué pour moi un fonds d'affectation spécial qui serait accessible dès que j'aurais obtenu mon diplôme universitaire. Ce n'était pas une fortune, mais suffisamment pour assurer mon indépendance, ce qu'elle m'avait chuchoté comme étant la chose la plus importante qu'une femme puisse avoir lors de sa dernière visite avant son décès, lorsque j'avais 16 ans. Dans les mois qui ont précédé l'obtention de mon diplôme, j'ai remarqué que mon père s'inquiétait de plus en plus de ma santé mentale. Il posait des questions suggestives lors de nos appels, semblant chercher le moindre signe d'anxiété ou de dépression. À début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une inquiétude sincère, jusqu'à ce que ma meilleure amie, Zoé, m'en fasse part. Zoé a été la première à le dire à haute voix. Nous étions dans mon dortoir. 3 semaines avant la remise des diplômes. J'étais sur haut-parleur avec mon père, qui venait de terminer une autre conversation parsemée de commentaires sur la façon dont la pression de l'université peut affecter les esprits fragiles. Après avoir raccroché, Zoé m'a regardé sérieusement. Ton père est en train de préparer quelque chose, Val. Il essaie de faire croire que tu es instable. J'en avais ri à l'époque, mais le malaise persistait. Pourquoi aurait-il fait cela ? Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler lorsque je l'ai entendue au téléphone lors d'une visite à la maison pendant un week-end. Elle était dans son bureau, la porte légèrement entr'ouverte, et parlait de pertes financières importantes et de mesures d'urgence. Lorsqu'il m'a aperçu dans le couloir,
Son visage arborait ce sourire de plastique qui n'atteignait pas ses yeux. Les marchés ont été volatiles, Valérie. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Concentrez-vous sur le fait de terminer en beauté. Lorsque j'ai mentionné que Thomas serait présent à la remise des diplômes, mais qu'il pourrait manquer la fête en raison d'une urgence professionnelle, mon père a semblé soulagé. Un témoin de moins, je m'en rendrai compte plus tard. 2 jours avant la remise de mon diplôme, j'étais dans ma chambre d'enfant en train de faire mes valises lorsque j'ai entendu Heather et mon père dans son bureau. Leur voix était basse, mais une phrase de mon père est ressortie clairement. Elle a toujours été émotionnellement fragile, même lorsqu'elle était enfant. Tu devras peut-être en témoigner. La cérémonie de remise des diplômes était magnifique. Thomas s'y est rendu avec Zoé et ses parents, qui m'avaient pratiquement adopté pendant les vacances universitaires. Lorsque je n'arrivais pas à rentrer chez moi, mon père était présent avec Heather, tous deux habillés de manière impeccable. Tous deux jouant parfaitement le rôle de fiers membres de la famille. Et si vous ne saviez pas le chercher, vous ne verriez pas que les compliments de mon père contenaient tous un subtil travail de sape. Quelle réussite, surtout si l'on tient compte de tes problèmes d'anxiété liés aux examens. Je n'avais jamais souffert d'anxiété liée aux examens. Nous sommes très fiers que tu aies tenu bon malgré tout. Malgré quoi exactement ? Ces petites graines plantées à l'intention de quiconque écoutait ont créé une image de moi comme étant en quelque sorte moins capable, moins stable que ce que mes résultats suggéraient. Ce soir-là, Thomas a dû partir en urgence pour son travail, en s'excusant mais en étant certain qu'il se rendrait à la fête le lendemain. Je l'ai embrassé pour lui dire au revoir, sentant déjà l'armure que j'avais développée à l'université commencer à se fissurer alors que je devais passer une journée entière à la maison avant la fête. Ton père me donne la chair de poule, a-t-il admis en partant. Appelle-moi si tu as l'impression que quelque chose ne va pas, d'accord ? J'aurais dû écouter cet avertissement plus attentivement. Et la fête de remise des diplômes organisée par mon père était extravagante jusqu'à l'absurde. Notre jardin, déjà luxueux, avait été transformé avec des tentes blanches, des éclairages professionnels, un quatuor à cordes et un traiteur d'un restaurant qui avait normalement une liste d'attente de 3 mois. Une centaine d'invités se pressaient, dont beaucoup que je connaissais à peine, flûte de champagne hors de prix à la main, tous la soie. 10 ans pour célébrer ma réussite. J'ai reconnu les associés de mon père, d'anciens amis de la famille, quelques parents et une poignée de mes vrais amis, dont Zoé. Thomas m'avait envoyé un message pour me dire qu'il était en retard mais qu'il arriverait avant le toast. Et la liste des invités semblait avoir été dressée pour un public plutôt que pour une véritable célébration. De l'autre côté du jardin, j'ai regardé mon père s'occuper de la foule. Il était dans son élément, charmant et charismatique, l'homme d'affaires prospère et le père fier. Pour ceux qui ne le connaissaient pas intimement, il semblait parfait. J'avais appris depuis longtemps que ces personnalités publiques et privées étaient des créatures totalement différentes. Ce qui m'a semblé inhabituel, c'est le comportement d'Heather. Normalement, lors des fêtes de famille, elle était avec ses amis ou au téléphone. Aujourd'hui, elle est restée près de notre père, m'adressant de temps en temps de petits sourires étranges. Elle portait une robe bleu pâle qui s'harmonisait avec ses cheveux blonds et avait l'air d'une jeune sœur innocente. Mais quelque chose dans ses yeux semblait calculateur et me mettait mal à l'aise. Alors que j'acceptais les félicitations des invités, j'ai remarqué que Milton Friedman, l'avocat de longue date de mon père, portait un portefeuille. Il m'a fait un signe de tête sec avant de se diriger vers mon père. Ils ont parlé brièvement, Milton lui montrant quelque chose dans le dossier avant que mon père ne le dirige vers l'intérieur de la maison. J'ai noté mentalement qu'il fallait que je découvre de quoi il s'agissait. Jackson Cooper, l'un des associés de mon père, s'est approché de moi, un verre d'eau à la main. Il semblait mal à l'aise, se déplaçant d'un pied sur l'autre pour me présenter les félicitations d'usage. J'ai toujours pensé que vous étiez la plus intelligente, Valérie, a-t-il dit. La voix basse. Soyez prudente avec les documents que l'on pourrait vous demander de signer aujourd'hui. Avant que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire, il a été appelé par un autre invité. L'avertissement m'est resté en travers de la gorge. Diane, l'actuelle petite amie de mon père, m'a coincé près de la table des desserts. Elle était plus proche de mon âge que du sien, comme il le préférait. Mais contrairement à ses précédentes petites amies, elle semblait posséder à la fois de l'intelligence et une conscience. Ton père est très stressé ces derniers temps, me dit-elle, le regard fuyant pour s'assurer qu'il n'est pas à portée de voix. Il y a eu des problèmes financiers dans l'entreprise. Des problèmes sérieux. Quel genre de problème, demandai-je.
Elle a secoué la tête. J'en ai probablement déjà trop dit. Il faut juste être conscient. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai remarqué que le docteur Patrick Nelson, l'ami de mon père à l'université et aujourd'hui éminent psychiatre, était en pleine conversation avec mon père près du bar. Ils ont tous deux jeté un coup d'œil dans ma direction, puis ont continué à parler à voix basse. Mon inquiétude grandit. Les serveurs disposaient des coupes de champagne sur une table spéciale pour le toast. J'ai remarqué que l'une d'entre elles était différente, gravée de l'emblème de mon université et d'une petite casquette de diplômé. Le serveur en chef l'a soigneusement placée à l'avant, avec une petite pancarte réservée. Zoé est apparue à mes côtés, élégante dans une simple robe noire, ses boucles sombres encadrant un visage plein d'inquiétude. Il y a quelque chose qui cloche dans tout ça, Val, murmure-t-elle. Ton père n'arrête pas d'avoir ces petites conversations en aparté et Heather agit bizarrement, même pour Heather. Je sais, répondis-je. J'ai l'impression de m'enfoncer dans quelque chose. Mais je n'arrive pas à savoir quoi. Des souvenirs d'événements familiaux antérieurs défilent dans mon esprit. Mon 18e anniversaire, lorsque mon père avait invité mon petit ami du lycée pour passer la soirée à partager des histoires embarrassantes qui avaient été inventées pour la plupart. Lors de la remise de mon diplôme de fin d'études secondaires, il avait prononcé un discours soulignant à quel point nous étions tous inquiets de me voir échouer. Toujours, ces subtils efforts de sape en public créaient une image de moi qui ne correspondait pas à la réalité. Alors que l'après-midi avançait, le toast au champagne a été annoncé pour 18 heures. J'ai consulté mon téléphone. Thomas était encore à 1 heure de route, pris dans les embouteillages. J'allais devoir faire face à tout ce qui se passait sans lui. J'y discutais avec l'un de mes anciens professeurs lorsque j'ai entendu mon père parler à un ami de la famille. Valérie a toujours été très fragile sur le plan émotionnel, disait-il, sa voix portant juste assez pour que je l'entende. La pression de l'université était presque trop forte. Nous nous inquiétons de sa transition vers le monde réel. L'ami a fait des bruits compatissants tandis que je restais figé, dos à eux, à écouter. C'est pourquoi cette célébration est si importante, a-t-il poursuivi. Une expérience positive avant qu'elle ne relève les défis qui l'attendent. Tout au long de la fête, Heather a suivi notre père, faisant parfois des courses pour lui apportant des boissons ou allant chercher des personnes avec lesquelles il voulait parler. Ils semblaient fonctionner comme une unité et les regards qu'ils échangeaient semblaient chargés de sens. Quoi qu'il arrive, Heather était soit complice, soit utilisée comme un pion. L'heure du toast approchant, les serveurs commencèrent à diriger les invités vers la tente principale. La flûte de champagne spéciale avait été déplacée sur une petite table près de l'avant, où je me tiendrais probablement aux côtés de mon père pendant le toast. Mon sentiment d'appréhension s'intensifiait à chaque minute qui passait. Le docteur Nelson s'est approché de moi, tout sourire et tout félicité, mais ses yeux m'évaluaient d'une manière professionnelle qui m'a donné la chair de poule. Votre père m'a dit que vous aviez subi un stress considérable, a-t-il déclaré avec désinvolture. La remise des diplômes peut être un moment décisif pour de nombreux jeunes gens. Je ne me suis jamais senti aussi bien, ai-je répondu avec fermeté. La remise des diplômes ressemble à un début et non à une fin. Il a hoché la tête, un sourire condescendant se dessinant sur ses lèvres. Il a hoché la tête, un sourire condescendant se dessinant sur ses lèvres. Les transitions peuvent être difficiles. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un à qui parler professionnellement, je veux dire que votre père s'est déjà arrangé pour prendre en charge les séances. Je le remerciai froidement et m'éloignai, l'esprit en ébullition. Pourquoi mon père aurait-il organisé à l'avance des séances de thérapie avec son ami? Les pièces du puzzle commençaient à former un tableau inquiétant, mais je n'arrivais toujours pas à voir l'image complète. Le moment du toast au champagne arriva avec le tintement d'une petite cloche en argent. Les conversations se sont tues et les invités se sont rassemblés sous la tente principale. Mon père se tenait à l'avant, Heather légèrement derrière lui, tous deux arborant un large sourire. Les serveurs disposaient les derniers verres sur des plateaux, mon verre spécial étant mis en évidence sur un petit plateau séparé. Mesdames et messieurs, a commencé mon père, sa voix traversant aisément la foule. Aujourd'hui, nous célébrons une étape importante pour notre famille. Ma fille Valérie a terminé ses études à l'université de Cornell. Des applaudissements polis ont suivi et j'ai forcé un sourire, scrutant la foule à la recherche de Zoé. Elle se tenait à l'arrière, l'air préoccupé. En tant que père, c'est une joie unique de voir mes deux filles devenir les femmes qu'elles sont censées être, a-t-il poursuivi.
Heather suit son propre chemin près de chez elle et Valérie, qui a toujours avancé de manière indépendante, parfois trop pour son propre bien. C'était encore le cas, le compliment enveloppant une critique subtile. J'ai maintenu mon sourire avec effort. Avant de porter un toast à la réussite et à l'avenir de Valérie, je voudrais prendre un moment pour vous remercier tous d'avoir soutenu notre famille dans les différents défis qu'elle a dû relever au fil des ans. De quels défis parlait-il ? Mon irritation faisait place à une véritable inquiétude. Les serveurs ont commencé à se déplacer dans la foule, distribuant le champagne. J'ai regardé le serveur principal prendre le plateau spécial contenant ma coupe emblématique. Mon père m'a fait signe de le rejoindre à l'avant. Tout en avançant, j'ai jeté un coup d'œil vers la table de champagne. C'est alors que je l'ai vu. Mon père s'était retiré momentanément, apparemment pour parler à l'un des serveurs. Heather se tenait à proximité, bloquant partiellement la vue de la plupart des invités. D'un geste rapide et exercé, j'ai vu mon père sortir un petit paquet de la poche de sa veste, l'ouvrir et vider de la poudre blanche dans la flûte à champagne spéciale. Le mouvement était fluide, presque professionnel dans sa discrétion. Le temps semblait ralentir. Je sentais mon cœur battre la chamade dans ma poitrine, mais extérieurement je gardais mon calme. Continuant d'avancer avec une expression agréable sur le visage. Masquer mes vrais sentiments en présence de mon père me servait bien à ce moment-là. Le serveur a ramassé le verre trafiqué et s'est dirigé vers moi. Pendant ces quelques secondes, mon esprit s'est mis à explorer toutes les possibilités. Qu'y avait-il dans la poudre ? Pourquoi aurait-il fait cela ? Quel était le but recherché ? Les bribes de conversation que j'avais entendues s'alignaient soudain sur une possibilité effrayante. J'ai atteint l'entrée, debout à côté de mon père qui a passé son bras autour de mes épaules en signe de fierté paternelle. Le serveur s'est approché avec le verre spécial sur le plateau. Je devais prendre une décision rapidement. D'un mouvement désinvolte, je me suis légèrement rapproché d'Heather, qui s'était avancée pour participer à ce moment familial. Lorsque le serveur a tendu le plateau vers moi, j'ai souri, j'ai pris le verre, d'un seul geste. Je me suis tourné vers Heather. Papa et moi ne saurions trop vous remercier pour toute l'aide que vous avez apportée à cette merveilleuse fête, ai-je dit en tendant chaleureusement le verre vers elle. Je pense que tu mérites le verre spécial pour avoir été une sœur aussi formidable. Et la confusion a brièvement traversé son visage mais, sous le regard de notre père et d'une centaine d'invités, la pression sociale a fait son œuvre. Elle a accepté le verre avec un sourire légèrement déconcerté. Oh, je ne pouvais pas, a-t-elle commencé, mais j'avais déjà pris une flûte de champagne ordinaire auprès d'un autre serveur qui passait par là. J'insiste, dis-je, ma voix ne laissant aucune place à l'argumentation. Notre père est resté figé, une expression étrange traversant son visage. Alarme, calcul, puis reprise forcée lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas objecter sans attirer l'attention. À la réussite et au nouveau départ, a-t-il dit en levant son verre ? La voix légèrement éraillée. Tout le monde a porté le même toast. J'ai fait semblant de siroter mon champagne, observant par-dessus le bord Heather, toujours désireuse de faire plaisir à notre père, boire profondément dans le verre spécial, en vidant près de la moitié d'un seul coup. Pendant un instant, il ne s'est rien passé. Le toast s'est achevé, les invités ont applaudi et la conversation a repris. Mon père s'est penché pour me chuchoter à l'oreille. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Sa voix était serrée par une colère à peine contrôlée. « Faire quoi ?» J'ai répondu innocemment. J'ai pensé que ce serait bien d'inclure Heather dans ce moment. Avant qu'il ne puisse répondre, je me suis éloigné, circulant parmi les invités, tout en gardant Heather dans ma vision périphérique. À au bout d'un quart d'heure, j'ai remarqué le changement. Elle parlait à l'un de nos cousins lorsqu'elle a soudain porté la main à son front, clignant rapidement des yeux. Elle a fait un pas chancelant. Puis un autre. Le cousin a tendu la main pour la stabiliser. De l'autre côté de la tente, mon père l'a remarqué aussi. J'ai vu le moment où il a pris conscience de la situation, son visage se vidant de ses couleurs. Et elle se dirigea rapidement vers Heather, mais pas avant qu'elle n'ait parlé assez fort pour que les invités qui se trouvaient à proximité l'entendent. Je me sens vraiment bizarre. Tout tourne. Mon père l'a rejointe, passant son bras autour de sa taille pour la soutenir, son visage étant un masque d'inquiétude paternelle. Mais lorsque ses yeux rencontrèrent les miens à l'autre bout de la pièce, ils brûlèrent d'accusation et de quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Alors qu'Heather était de plus en plus désorientée, les invités ont commencé à le remarquer. Des murmures se sont répandus dans la foule.
Je suis resté sur mes positions, observant le déroulement du scénario. Partagé entre la vengeance et l'inquiétude sincère pour ma sœur. Ce que mon père avait mis dans ce verre m'était destiné, mais c'était Heather qui était maintenant affectée. Je ne savais pas encore exactement ce qu'il avait prévu, mais sa panique confirmait mes soupçons. Quelque chose de très grave avait été évité. Même si quelque chose de tout aussi grave était en train de se dérouler devant nous. L'état d'Heather s'est rapidement détérioré, son élocution est devenue floue, ses mouvements désordonnés. Je regardais mon père la soutenir vers la maison, le visage figé dans une expression de parentalité inquiète, même si je pouvais voir la tension dans ses épaules. Les invités s'écartèrent pour les laisser passer, murmurant avec sympathie. Je pense qu'elle a trop bu, dit quelqu'un. La pauvre, probablement excitée par sa sœur, a dit un autre. Je les ai suivis dans la maison, ainsi que Zoé, qui s'était frayé un chemin dans la foule pour me rejoindre. Qu'est-ce qui vient de se passer? Murmura-t-elle. Je lui expliquerai plus tard, répondis-je. Reste près de moi. Dans la cuisine, mon père avait assis Heather sur un tabouret de bar. Elle se balançait dangereusement, ses yeux n'étaient pas fixés. Lorsqu'elle m'a vu entrer, elle a esquissé un sourire bizarre. Vol, a-t-elle bredouillé. Je ne me sens pas très bien. Mon père se tourna vers moi, la fureur à peine contenue sous son inquiétude. Que as-tu fait? A-t-il sifflé. Je me suis approché, en gardant une voix basse mais ferme. Tu allais me droguer, n'est-ce pas? Ses yeux s'écarquillent légèrement, puis se rétrécissent. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Je t'ai vu mettre quelque chose dans ma coupe de champagne, celle que j'ai donnée à Heather. Pendant un moment, il ne répondit pas, calculant sa prochaine action. Finalement, il parla. Sa voix étant à peine audible. C'était juste quelque chose pour t'aider à te calmer. Tu as été très anxieuse ces derniers temps. J'avais peur que tu fasses une crise pendant la fête. Une crise? Je n'ai jamais eu de crise de ma vie. Nous avons été interrompus par un fracas. Heather s'est soudainement affaissée sur le côté, renversant un vase de fleurs. Des helos et des lys se sont répandus sur le comptoir en marbre, tandis que mon père se précipitait pour la rattraper avant qu'elle ne tombe du tabouret. Le vacarme a attiré plusieurs invités dans la cuisine, dont, heureusement, le docteur Nelson. Quelle que soit son implication dans les projets de mon père, son éthique médicale s'étendait apparemment au traitement d'une personne manifestement malade. Laissez-moi la voir, dit-il, l'attitude professionnelle reprenant le dessus. Il vérifie les pupilles, le pouls et la réactivité de Heather, son expression devenant préoccupante. A-t-elle pris quelque chose? Des médicaments? Des drogues, de l'alcool en plus du champagne? Non, dit rapidement mon père. Juste le champagne. Elle ne boit presque jamais. Peut-être que ça l'a touchée de plein fouet. Le docteur Nelson fronce les sourcils. Cela ne ressemble pas à une réaction à l'alcool. Il se tourne vers la foule qui s'amasse. Quelqu'un d'autre se sent-il mal? Les invités se regardent les uns les autres, secouant la tête. Personne d'autre n'a signalé de symptômes. Je pense que nous devrions appeler une ambulance, dit fermement le docteur Nelson. Ces signes vitaux m'inquiètent. Alors que quelqu'un s'apprêtait à passer l'appel, mon père me tira à l'écart, ses doigts s'enfonçant douloureusement dans mon bras. C'est ta faute, a-t-il murmuré furieusement. S'il lui arrive quelque chose, qu'y avait-il dans ce verre, papa? Je l'ai interrompu et j'ai croisé son regard. Qu'est-ce que j'étais censé boire exactement? Un muscle s'est contracté dans sa mâchoire. C'était juste un sédatif léger. Tout à fait inoffensif. J'essayais de t'aider. M'aider comment? Avant qu'il ne puisse répondre, Heather se mit à convulser légèrement, attirant l'attention de tout le monde. Le docteur Nelson a ordonné qu'on lui laisse de l'espace et que quelqu'un chronomètre la crise. Mon père s'est précipité à ses côtés, une peur sincère se lisant sur son visage. Les 30 minutes suivantes se sont écoulées dans un flou de questions inquiètes des ambulanciers et de tentatives de plus en plus paniquées de mon père pour contrôler la situation. J'ai entendu le docteur Nelson parler à voix basse à l'un des ambulanciers. Il semble qu'il s'agisse d'une réaction à une benzodiazépine, peut-être combinée à de l'alcool. Une idée de la quantité qu'elle a prise? Dans le chaos, l'attention étant concentrée sur Heather et l'ambulance qui arrivait.
Je me suis éclipsée dans le bureau de mon père. Des années passées dans sa maison m'avaient appris à me déplacer silencieusement, à repérer les lattes grinçantes du plancher et les charnières des portes qui avaient besoin d'être huilées. Je disposais d'exactement 7 minutes, le temps que les ambulanciers stabilisent les heures pour le transport. Son bureau était fermé à clé, mais je savais où il gardait la clé, scotchée sous le tiroir central, une cachette qu'il trouvait astucieuse. À l'intérieur, j'ai trouvé un dossier portant mon nom. Mes mains ont tremblé lorsque j'ai feuilleté rapidement le contenu. Des formulaires d'évaluation psychiatrique partiellement remplis par le docteur Nelson. Des déclarations sur mes antécédents d'instabilité émotionnelle, dont aucune n'était vraie. Des documents juridiques pour une mise sous tutelle d'urgence pour cause d'incapacité mentale. Des documents financiers montrant des pertes massives dans l'entreprise de mon père au cours de l'année écoulée. Un relevé bancaire du fonds fiduciaire de ma grand-mère auquel il n'aurait pas dû avoir accès. Était le plus accablant de tout, un projet de déclaration sous serment au nom des heures décrivant mes prétendus antécédents de crises émotionnelles, de paranoïa et d'instabilité. Les pièces du puzzle se sont mises en place avec une clarté écœurante. Mon père était financièrement aux abois. Mon fonds fiduciaire représentait une somme d'argent importante à laquelle il ne pouvait pas accéder, à moins que je ne sois jugé incapable de gérer mes propres affaires. Le plan était apparemment de me droguer à ma propre fête de fin d'études, de me faire manifester un comportement inquiétant devant des dizaines de témoins, dont un ami psychiatre opportunément présent. Puis d'utiliser cet incident pour étayer une demande d'urgence de mise sous tutelle. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, des voix dans le foyer. J'ai rapidement utilisé mon téléphone pour photographier les documents clés, puis j'ai tout remis en place comme je l'avais trouvé. Après coup, j'ai pris un petit bloc-notes sur son bureau et l'ai empoché. Lorsque je suis retourné dans le hall principal, les ambulanciers étaient en train de transporter Heather sur une civière. Mon père se tenait à proximité, l'air à la fois inquiet et furieux. Lorsqu'il m'a vu, son expression s'est encore assombrie. « Je vais l'accompagner dans l'ambulance », annonça-t-il à l'ensemble de la salle. « Valérie. Vous restez ici et vous vous occupez de nos invités. » Je me suis avancée. « En fait, je pense que je devrais venir aussi. C'est ma sœur. »« Vous en avez assez fait » a-t-il dit froidement. « Reste ici. » Zoé est apparue à mes côtés. « Je vais vous conduire à l'hôpital, a-t-elle chuchoté. « Laisse-le partir dans l'ambulance. » J'ai acquiescé et j'ai regardé mon père monter dans l'ambulance avec Heather. Lorsque l'ambulance s'est éloignée, les invités ont commencé à se disperser, la fête était bel et bien terminée. Zoé m'a tiré vers sa voiture. « Qu'est-ce qui s'est passé là-bas » demanda-t-elle une fois que nous fûmes seuls. Je lui ai montré les photos que j'avais prises des documents. En les parcourant, elle a écarquillé les yeux. « Putain de merde, Val, il allait te faire déclarer incompétente pour une histoire d'argent. » Pas seulement pour l'argent, ai-je dit, mon esprit étant encore en train de tout assimiler. Le contrôle. Il perdait sa société et le contrôle qu'il avait sur moi en même temps. Je ne pense pas qu'il puisse le supporter. J'ai envoyé les photos à Thomas avec une brève explication, puis j'ai envoyé un SMS à Sophia, l'assistante de Milton Friedman, que j'avais rencontrée plusieurs fois et qui avait toujours semblé mal à l'aise en présence de mon père. J'ai besoin de vous parler de toute urgence au sujet de documents préparés pour mon père. Question de sécurité. Pouvez-vous me rencontrer à l'hôpital Mémorial ? Sa réponse fut rapide, nous serons là dans 30 minutes. Cafétéria du 3e étage. Alors que Zoé nous conduisait à l'hôpital, je me suis sentie étrangement calme. L'anxiété constante qui m'avait accompagnée pendant des années, la remise en question de mes propres perceptions lorsqu'elles entraient en conflit avec la version de la réalité de mon père, avait disparu. À sa place se trouvait une froide clarté. Pour la première fois, j'avais la preuve irréfutable de sa manipulation. Le fait qu'il ait été prêt à me droguer confirmait tous les instincts que j'avais toujours réprimés. Je n'arrive pas à croire qu'Heather ait participé à tout cela, dis-je en regardant finalement par la fenêtre. Zoé m'a jeté un coup d'œil. Es-tu sûr qu'elle savait ce qui se passait ? Cette déclaration sous serment aurait pu être préparée sans qu'elle le sache. J'ai repensé au comportement d'Heather à la fête, à ses sourires étranges, à sa présence près de notre père. Mais je me suis aussi souvenu de sa confusion lorsque je lui ai tendu le verre et de la véritable panique de mon père lorsqu'elle a commencé à présenter des symptômes. Peut-être qu'elle ne savait pas tout, concédai-je.
Peut-être qu'elle ne faisait que suivre son exemple, comme elle le fait toujours. Comme elle a été entraînée à le faire, corrige Zoé. Votre père vous a conditionné toutes les deux toute votre vie. La différence, c'est que vous êtes partis à l'université. Alors que nous nous garions sur le parking de l'hôpital, j'ai reçu un message de Thomas. J'arrive. Ne signe rien. Ne reste pas seul avec ton père. Pour la première fois depuis que j'ai vu cette poudre tomber dans mon champagne, j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Avoir quelqu'un qui me croit sans poser de questions, c'est comme de l'oxygène après des années d'étouffement. La salle d'attente de l'hôpital était un lieu de tension. Mon père était assis de manière rigide sur une chaise près du poste des infirmières, son téléphone collé à l'oreille, et parlait d'une voix basse et urgente. Lorsqu'il nous a vus entrer, Zoé et moi, il a brusquement mis fin à son appel et s'est levé. « Je t'avais dit de rester à la maison, » dit-il, la voix maîtrisée mais bouillonnante de colère. « Je voulais être là pour Heather, » ai-je répondu calmement. « Comment va-t-elle ? Ils font des tests. » Il a regardé Zoé avec insistance. « C'est une affaire de famille. Vos amis devraient partir. »« Je reste, » dit Zoé en croisant fermement les bras. Avant que mon père ne puisse répondre, un médecin est sorti de la salle de soins à la recherche de la famille d'Heather. Nous nous sommes tous les deux approchés d'elle. « Mademoiselle Carson est stable maintenant », a expliqué le médecin. Nous lui avons administré du charbon actif et un médicament pour contrer les effets de ce qui semble être une benzodiazépine mélangée à de l'alcool. Ces analyses de sang sont encore en cours, mais les premiers résultats confirment la présence d'une quantité importante de sédatifs dans son organisme. Mon père a hoché gravement la tête. Elle n'a pas l'habitude de boire. Le champagne a dû l'affecter fortement. Le médecin fronce légèrement les sourcils. Monsieur Carson, la quantité de sédatifs que nous détectons ne correspond pas à une prescription standard. Il s'agit d'une dose importante. Avez-vous une idée de la manière dont votre fille a pu se procurer ce médicament ? L'expression de mon père est restée préoccupée mais déconcertée. Non, bien sûr que non. Il se tourne vers moi, ses yeux se rétrécissent légèrement. À moins que... Valérie, est-ce que Heather a parlé de vous apporter quelque chose ? Le sous-entendu était clair, il commençait déjà à rejeter la faute sur autrui. Non, dis-je fermement. La seule chose qu'Heather a consommée à la fête, c'est le champagne dans le verre spécial. Celui qui m'était destiné à l'origine. Le médecin a regardé entre nous, sentant le courant passer. Monsieur Carson, nous sommes tenus de signaler tout cas suspect de drogue. La police voudra peut-être vous parler, à vous et à votre famille. Bien sûr, dit mon père d'une voix douce. Nous aussi, nous voulons aller au fond des choses. Quand pourrons-nous voir Heather ? Elle est réveillée mais groggy. Un visiteur à la fois, s'il vous plaît. Mon père s'est immédiatement dirigé vers la salle de soins, tout en me jetant un coup d'œil d'avertissement par-dessus son épaule. Je l'ai laissé partir, sachant que cela me donnerait le temps de rencontrer l'assistante de Milton. Zoé et moi avons trouvé Sophia à la cafétéria, en train de remuer nerveusement une tasse de café. Elle était jeune, peut-être 25 ans, avec des yeux intelligents et une expression perpétuellement inquiète qui semblait s'être accentuée depuis la dernière fois que je l'avais vue. « Merci de me recevoir », ai-je dit en me glissant dans le siège en face d'elle. Elle a jeté un coup d'œil inquiet autour d'elle. « Je pourrais perdre mon travail pour ça. Je sais et j'apprécie. Mais je pense que vous savez déjà que quelque chose ne va pas. » Elle a hoché légèrement la tête. Les papiers de la tutelle, ils ne semblent pas corrects. Monsieur Friedman n'était pas à l'aise avec eux non plus, mais votre père est un gros client. Je lui ai montré les photos que j'avais prises. Son visage a pâli lorsqu'elle les a parcourues. Il y a plus, dit-elle finalement, sa voix dépassant à peine un murmure. Votre père a transféré illégalement de l'argent d'un compte à l'autre. Il a utilisé les fonds de la société pour couvrir des pertes personnelles. Monsieur Friedman l'a déconseillé, mais il l'a fait quand même. J'ai vu les transferts. Avez-vous des preuves de cela ? Elle a hésité puis a hoché la tête. J'ai fait des copies. Après la deuxième fois où Monsieur Friedman semblait trop effrayé pour affronter ton père directement, j'ai pensé que je pourrais en avoir besoin un jour si les choses tournaient mal. Les choses ont définitivement mal tourné, ai-je dit d'un air sombre.
Mon père vient de droguer ma sœur avec ce qui m'était destiné afin de prendre le contrôle de mon fonds d'affectation spéciale pour couvrir son gâchis financier. Sophia a ouvert son sac et m'a tendu une clé USB. Tout est là. Les transferts, les emails où M. Friedman l'a averti que c'était illégal, les documents antidatés. Pendant que nous parlions, une infirmière s'est approchée de notre table. Elle était d'âge moyen, avec des yeux bienveillants et un comportement sans état d'âme. « Vous êtes Valérie Carson ?» a-t-elle demandé à voix basse. J'ai hoché la tête avec une appréhension soudaine. « Votre sœur vous demande. Elle a l'air bouleversée et il vaudrait mieux que vous veniez maintenant. Votre père est sorti pour prendre un appel. J'ai quitté Sophia en promettant de protéger son identité et j'ai suivi l'infirmière. Tout en marchant, elle a parlé à voix basse. Les analyses de sang sont revenues. Votre sœur avait une dose très élevée d'Ativan dans son organisme, bien plus élevée que celle qui lui aurait été prescrite. Combinée à l'alcool, cela aurait pu être très dangereux. Mon estomac se tordit. Merci de me l'avoir dit. Elle m'a jeté un regard significatif. Je suis infirmière depuis 20 ans. Je sais à quoi ressemble une drogue intentionnelle. Votre sœur n'arrête pas de dire que c'était pour vous. Est-ce vrai? J'ai croisé son regard. Oui. Elle a hoché la tête une fois, sa bouche se figeant en une ligne sinistre. Je veillerai à ce que ce soit noté dans son dossier. La police voudra le voir. Heather se trouvait dans une chambre privée, toute petite et pâle contre les draps blancs. Lorsqu'elle m'a vue, ses yeux se sont remplis de larmes. Val, a-t-elle murmuré, je suis tellement désolée. Je me suis approchée de son chevet et lui ai pris la main. Je me suis approchée de son chevet et lui ai pris la main. Comment te sens-tu? Bizarre. Brumeux. Elle a cligné des yeux rapidement, s'efforçant de se concentrer. Papa est très en colère. Il dit que tu as fait exprès d'échanger les lunettes. Je l'ai fait, Ai-je admis? Je l'ai vu mettre quelque chose dans mon verre. Celui qui est spécial. Avec l'emblème de mon université. La confusion a traversé son visage. Mais il m'a dit que c'était juste pour t'aider à te détendre pendant la fête. Il a dit que tu faisais des crises d'angoisse à l'école. J'ai secoué la tête. Heather, je n'ai jamais eu de crise d'angoisse. Il t'a menti. Ses sourcils se sont froncés alors qu'elle essayait d'assimiler cette information sous l'effet persistant des drogues. Mais alors pourquoi le ferait-il? Sa voix s'éteint alors qu'un souvenir semble remonter à la surface. Papa a dit que ça te ferait dormir pendant la signature. Qu'est-ce qu'il voulait dire, Val? J'ai serré sa main doucement. Il voulait contrôler mon fonds d'affectation spéciale. Grand-mère me l'a laissé, et il devient accessible maintenant que j'ai obtenu mon diplôme. Et elle allait me faire déclarer mentalement incapable. Et il avait besoin que je me comporte de manière erratique devant des témoins. Des larmes coulent sur ses joues. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas que c'était si grave. Il a juste dit que tu avais besoin d'aide pour gérer les choses pendant que tu t'adaptais à la vie post-collégiale. Je l'ai cru. Heather avait toujours été manipulée par notre père, qui s'était positionné contre moi d'une manière qu'elle était trop jeune pour comprendre. La déclaration sous serment que j'avais trouvée était à son nom, mais je doutais qu'elle en ait vu la version finale ou qu'elle en ait compris les implications. J'y sais. Dis-je doucement. Ce n'est pas ta faute. J'ai utilisé mon téléphone pour prendre une photo de son bracelet d'hôpital et de la partie visible de son dossier accroché au pied du lit. Preuve. Notre conversation a été interrompue par le retour de mon père. Son visage s'est assombri lorsqu'il m'a vue assise avec Heather. Je pensais avoir été clair sur le fait que ce n'était pas le bon moment pour les visites, dit-il froidement. L'infirmière a dit que Heather me demandait. Eh bien, elle a besoin de se reposer maintenant. Il se tourna vers Heather avec une inquiétude exagérée. Le médecin dit que tout ira bien, ma chérie. C'est juste une mauvaise réaction. Ce sont des choses qui arrivent. L'infirmière qui m'avait fait entrer est apparue dans l'embrasure de la porte. En fait, Monsieur Carson, le médecin aimerait vous parler des résultats de l'analyse de sang. Et 2 officiers de police sont là pour vous poser des questions. Le visage de mon père est resté calme. Mais j'ai vu une légère tension autour de ses yeux, un redressement à peine perceptible de ses épaules. La préparation au combat. Bien sûr,
a-t-il dit doucement. J'arrive tout de suite. Il se tourna vers moi. Valérie, vous devriez peut-être rentrer chez vous et vous reposer. La journée a été longue pour tout le monde. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre délivré avec l'attente d'une conformité qui avait défini notre relation pendant 23 ans. Mais quelque chose avait fondamentalement changé lorsque je l'ai vu déposer cette poudre dans mon verre. Et la peur qui m'avait toujours fait céder avait disparu. En fait, je pense que je vais rester avec Heather un peu plus longtemps, ai-je répondu calmement. Elle semble avoir besoin de moi en ce moment. Ses yeux brillèrent de colère, mais sous le regard de l'infirmière, il ne put que hocher la tête avec raideur avant de la suivre à la sortie. Dès qu'il fut parti, je me retournai vers Heather. Écoutez-moi bien. Papa a de gros problèmes financiers. Il allait se servir de moi pour avoir accès au fonds d'affectation spéciale de grand-mère. J'en ai la preuve. Je vais devoir parler à la police et les choses vont se compliquer. Elle m'a pris la main, les yeux écarquillés par la peur. Que dois-je faire? Dites la vérité. Quoi qu'il t'ait dit, quoi que tu aies vu ou entendu, dis la vérité. Des pas lourds s'approchèrent de la chambre et un agent de sécurité de l'hôpital apparut à la porte. Mademoiselle Carson, votre père vous demande de quitter les lieux. Il dit que vous agitez votre sœur. Heather a commencé à protester, mais je lui ai serré la main d'une manière rassurante. C'est bon. Je reviendrai. Alors que l'agent de sécurité m'escortait vers la sortie, j'ai vu mon père s'entretenir avec 2 officiers de police près du poste d'infirmière, la posture confiante, l'expression préoccupée comme il se doit. Et elle était en pleine possession de ses moyens. Façonnant le récit comme il l'avait toujours fait. À l'extérieur de l'hôpital, j'ai trouvé Zoé qui attendait anxieusement près de sa voiture. Thomas était arrivé lui aussi, le visage crispé par l'inquiétude. Je suis tombée dans ses bras, m'autorisant enfin un moment de vulnérabilité. C'est pire que ce que nous pensions, leur ai-je dit en leur montrant les nouvelles preuves que j'avais rassemblées. Nous avons besoin d'aide. Les 48 heures suivantes ont été un tourbillon d'activités. Thomas avait un ami de la faculté de droit, Derek Williams, qui était spécialisé dans les affaires de fraude financière et de maltraitance des personnes âgées. Bien que je sois loin d'être une personne âgée, les principes de l'abus de tutelle s'appliquaient. Nous nous sommes retrouvés dans le petit bureau de Derek le dimanche matin, pour présenter tout ce que nous avions rassemblé. Tout d'abord, nous devons sécuriser votre fonds fiduciaire, a déclaré Derek en examinant les documents. Si votre père a déjà demandé une mise sous tutelle d'urgence, nous devons la contrer immédiatement. Il était censé le faire lundi matin, ai-je expliqué, d'après les documents. La fête et, je suppose, mon comportement erratique après avoir été drogué était censé être l'événement déclencheur, acquiesça Derek d'un air pensif. Nous avons donc une petite fenêtre. C'est bien. Ensuite, nous devons élargir notre base de preuves. Les documents financiers de Sophia sont accablants, mais nous avons besoin de plus. Nous avons passé des heures à élaborer des stratégies. Derek a passé des appels à l'hôpital, obtenant des copies des dossiers médicaux d'Heather avec son consentement verbal, qu'elle a donné lors d'un appel soigneusement chronométré alors que mon père rencontrait son avocat. Thomas a contacté Jackson Cooper, l'associé de mon père, qui a accepté de nous rencontrer en privé. La rencontre avec Jackson nous a révélé bien plus que ce que nous avions prévu. L'entreprise de mon père n'était pas seulement en difficulté, elle était en fait en faillite, maintenue à flot uniquement grâce à une comptabilité créative et au détournement des fonds des investisseurs. Jackson essayait depuis des mois de se dégager du partenariat, mais mon père bloquait ses efforts. Harold a toujours été contrôlant, mais l'année dernière, il est devenu désespéré, explique Jackson. Lorsqu'il a appris que votre fonds fiduciaire arrivait à échéance, il s'est mis à y voir la solution à tous ses problèmes. Heather est sortie de l'hôpital dimanche soir. Mon père l'a immédiatement ramenée à la maison, selon un texte qu'elle a réussi à m'envoyer, il lui a confisqué son téléphone peu de temps après. Mais le message était clair. Papa dit à tout le monde que tu as été instable pendant des années et que tu as essayé de le rendre responsable de ce qui m'est arrivé. Ne viens pas seul à la maison. Le lundi matin, nous étions prêts. Derek avait déposé des documents préventifs bloquant toute tentative de mise sous tutelle. La police avait ouvert une enquête sur l'incident de la drogue, les dossiers de l'hôpital fournissant des preuves évidentes. Sophia avait fait une déclaration sur les irrégularités financières.
Jackson avait fourni des documents sur les irrégularités dans le domaine des affaires. Et la confrontation finale a eu lieu dans la maison de mon père, selon mes conditions. Je suis arrivé avec Derek, Thomas Zoé et un inspecteur de police chargé de l'affaire. Mon père a ouvert la porte, son visage était un masque d'inquiétude paternelle qui s'est rapidement transformé en lassitude lorsqu'il a vu mes compagnons. Valérie, je me suis tellement inquiété pour toi, commença-t-il. Sa voix parfaitement modulée pour exprimer une inquiétude affectueuse. Après ce qui s'est passé à la fête, j'ai pensé que vous étiez en train de faire une nouvelle crise. J'ai remarqué qu'il mettait l'accent sur un autre, continuant à construire son récit fictif même maintenant. Derrière lui, j'aperçois Heather qui rôde dans le couloir, le visage pâle et incertain. Je voudrais te parler dans ton bureau, papa, dis-je calmement. Nous avons des choses à nous dire. Ses yeux ont parcouru le groupe, calculateur. Ce n'est pas vraiment le bon moment. Peut-être plus tard, quand il n'y aura plus que la famille. Le détective s'est avancé, montrant son badge. Monsieur Carson, je suis l'inspecteur Rodriguez. J'enquête sur l'incident concernant l'hospitalisation de votre fille Heather. J'aimerais également vous poser quelques questions. La façade de mon père se fissura légèrement, une lueur d'inquiétude traversant ses traits avant qu'il ne se ressaisisse. Bien sûr, dit-il doucement. Entrez. Je vous prie. Nous nous dirigeâmes vers son bureau, la pièce où tant de ces manipulations avaient été planifiées. Je le voyais évaluer la situation, essayer de déterminer ce que je savais, quelles preuves je possédais. Je me suis assise sur la chaise en face de son bureau, prenant délibérément la position de pouvoir où les invités s'asseyaient habituellement. Elle est restée debout, ne voulant pas céder l'avantage psychologique de la hauteur. Valérie a subi un stress énorme, a-t-il commencé en s'adressant à l'inspecteur. Son comportement est devenu de plus en plus erratique. J'ai retiré mon téléphone et l'ai posé sur le bureau entre nous. En fait, j'aimerais d'abord faire écouter quelque chose à tout le monde. J'ai appuyé sur l'enregistrement que j'avais fait dans la chambre d'hôpital d'Heather. Sa voix groggy a rempli le silence. Papa a dit que ça te ferait dormir pendant la signature. Qu'est-ce qu'il voulait dire, Val? Le visage de mon père s'est durci tandis que l'enregistrement se poursuivait, captant son retour et la mention par l'infirmière des questions de la police sur les résultats de l'analyse de sang. Vous avez enregistré une conversation privée, a-t-il dit, la voix dangereusement basse. C'est illégal. Dans cet état, le consentement d'une seule partie est parfaitement légal, dit Derek. Valérie faisait partie de la conversation et a consenti à son enregistrement. J'ai placé la clé USB que Sophia m'avait donnée sur le bureau, à côté de mon téléphone. Puis j'ai ajouté les impressions des documents que j'avais photographiés dans son bureau. Fraude financière, ai-je dit à voix basse. Tentative de fraude à la tutelle. Moi avec l'intention de me manipuler pour me faire renoncer à mes droits légaux. Dois-je continuer? C'est absurde, a bafouillé mon père, même si je pouvais voir le calcul dans ses yeux. L'évaluation mentale de ces options se rétrécir. Vous avez toujours été sujette à des interprétations dramatiques, Valérie. C'est exactement le genre de pensée paranoïaque qui me préoccupe. La porte du bureau s'est ouverte et Heather s'est glissée à l'intérieur, ignorant le regard acéré de notre père. Arrête, papa, dit-elle d'une voix faible mais déterminée. Je sais ce que tu as fait. Je sais que ce que tu m'as dit à propos de Val n'était pas vrai. L'expression de mon père a changé, devenant cajolante. Heather, ma chérie, tu es encore en convalescence. Tu es confuse à propos de ce qui s'est passé. Je ne suis pas confuse à propos de l'affidavit que vous vouliez que je signe, a-t-elle répliqué. Celle qui dit que Val avait tous ces problèmes émotionnels qu'elle n'a jamais eus. Je l'ai trouvé sur votre bureau ce matin, pour la première fois. J'ai vu une véritable peur dans les yeux de mon père. Le récit soigneusement construit s'effondrait de toutes parts. Alors que l'inspecteur commençait à interroger officiellement mon père sur l'incident de la drogue, la porte s'ouvrit à nouveau. Jackson Cooper est entré, suivi de Diane, la petite amie de mon père. Tous deux portaient des dossiers. J'espère que nous n'arrivons pas trop tard, dit Jackson d'un ton sombre. Nous avons les documents financiers que vous avez demandés, inspecteur. Mon père fixa Diane, la trahison se dessinant sur ses traits. Vous aussi, elle a croisé son regard avec fermeté. Ce que vous avez fait dépasse toutes les limites, Harold. Droguer votre propre fille? Je ne peux pas faire partie de ça.
Les heures suivantes se sont écoulées dans un flot de déclarations, de documents et de dénégations de plus en plus désespérées à des kilomètres de mon père. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient, son calme s'effritait point lorsque le détective l'a informé qu'il était emmené pour être interrogé et qu'il serait probablement inculpé. Il a eu recours à des menaces. « Vous allez le regretter », a-t-il dit en me regardant directement alors que les agents s'apprêtaient à l'escorter vers la sortie. « Je vous ai tout donné. C'est ainsi que vous me remerciez. Vous m'avez donné la peur et la manipulation, ai-je répondu calmement. Je me donne la liberté. » Après son départ, Heather et moi sommes restés seuls dans le salon, la maison étant étrangement silencieuse sans la présence dominante de notre père. Pour la première fois depuis des années, voire depuis toujours, nous nous sommes parlé honnêtement. Je l'ai cru, dit-elle, les larmes coulant sur son visage. Je l'ai cru surtout. Que maman était partie parce qu'elle ne nous aimait pas. Que tu étais instable et que tu avais besoin de ses conseils. Que j'étais la bonne fille parce que je restais près de la maison. Je sais, virgule. Ai-je dit en lui prenant la main. C'est ce qu'il voulait. Il avait besoin de nous séparer pour que nous ne puissions pas comparer nos notes, voir les incohérences dans ses histoires. Il m'a dit que vous étiez jaloux de moi. Que tu m'en voulais d'être sa préférée. J'ai ri doucement, sans humour. Il m'a dit la même chose à ton sujet. Que tu m'en voulais d'être plus intelligente, d'aller à l'université. Nous sommes toutes deux restées silencieuses, repensant aux années de manipulation, à la rivalité soigneusement construite qui nous avait empêchées d'être de vraies sœurs, d'être des alliés contre son contrôle. Qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-elle finalement demandé. Je lui ai serré la main. Maintenant, nous devons décider pour nous-mêmes. Ensemble. 3 mois après ma fête de fin d'études, je m'installais dans mon nouvel appartement en ville. Il était modeste comparé au manoir de mon père, mais c'était le mien. Payé avec une partie de mon fonds d'affectation spéciale que j'apprenais à gérer de manière responsable. Le reste était investi en toute sécurité avec une petite allocation mensuelle qui me permettait de prendre mon temps pour trouver le bon emploi plutôt que le premier disponible. Heather avait emménagé temporairement dans la maison, le temps de décider de ce qu'elle allait faire. Après des années pendant lesquelles notre père a contrôlé son éducation et ses ambitions, la limitant à l'université locale où il pouvait la surveiller, elle explorait pour la première fois ses propres centres d'intérêt. Elle s'était inscrite à un cours de photographie et envisageait de s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur au semestre suivant. Notre père devait répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont fraude financière, tentative d'abus de tutelle et usage de drogue dans l'intention de commettre une fraude. Son entreprise s'était complètement effondrée lorsque les investisseurs avaient appris le détournement de fonds. Le manoir a été saisi. Sa déchéance avait été rapide et totale. Heather et moi avons suivi des thérapies séparément et parfois ensemble, pour traiter les années de manipulation et d'abus émotionnels. C'était un travail douloureux que de déballer les façons dont nous avions été montées l'une contre l'autre, les faux récits que nous avions intériorisés et les mécanismes de défense que nous avions développés pour survivre dans le foyer de notre père. Il m'arrive encore d'être en colère, a admis Heather un soir, alors que nous partagions un plat à emporter sur mon petit balcon. Pas seulement contre papa, mais aussi contre moi-même pour l'avoir cru si longtemps. J'ai hoché la tête, comprenant parfaitement. Il est difficile de ne pas être en colère contre soi-même. Mais nous étions des enfants quand tout a commencé. Nous avons fait ce qu'il fallait pour survivre dans cet environnement. Thomas et Zoé sont restés des soutiens indéfectibles dans notre rétablissement. Thomas et moi prenions notre relation au ralenti, conscients tous deux que j'avais besoin d'espace pour découvrir qui j'étais en dehors de l'influence de mon père. Zoé était également devenue une sœur pour Heather. Et nous formions tous les trois une unité étroite de soutien mutuel. J'avais trouvé un but inattendu dans mon expérience de bénévole au sein d'une organisation qui aidait les jeunes adultes à faire face à l'éloignement familial et à l'indépendance financière. Les compétences que j'avais développées pour survivre à la manipulation de mon père se sont avérées précieuses pour aider les autres à reconnaître et à échapper à des situations similaires. Vous savez ce que j'ai réalisé l'autre jour, dit Heather en posant ses baguettes. Je n'ai jamais vraiment su ce que je voulais. Chaque décision que j'ai prise visait à plaire à papa ou à réagir à ce qu'il voulait. Même les choses que je pensais aimer, comme le tennis et les cours de commerce, c'étaient ses intérêts que j'avais adoptés. J'ai ressenti la même chose. Ai-je admis. L'université m'a aidé à y voir plus clair.
Mais je me surprends encore parfois à prendre des décisions basées sur ce qui m'aurait protégé de ces critiques plutôt que sur ce que je veux vraiment. Nous apprenions que le rétablissement n'était pas linéaire. Certains jours étaient plus faciles que d'autres. Certains souvenirs étaient plus difficiles à assimiler, mais nous avancions ensemble, créant un nouveau type de famille basé sur l'honnêteté et le soutien mutuel plutôt que sur la peur et la manipulation. Le fonds fiduciaire que mon père voulait à tout prix contrôler est devenu une source de guérison plutôt que de division. Nous en avons utilisé une partie pour payer une thérapie pour nous deux. Heather et moi avons convenu qu'une fois qu'elle aurait choisi une université, ses études seraient également prises en charge. C'est ce que notre grand-mère aurait voulu. Le changement le plus profond a sans doute été la façon dont je me suis perçue. Pendant des années, j'ai remis en question mes propres perceptions lorsqu'elles entraient en conflit avec la version de la réalité de mon père, une réaction courante à la manipulation et à la manipulation par les gaz. L'anxiété constante, les remises en question, le besoin de validation externe étaient si profondément ancrés que j'avais du mal à reconnaître leur absence au début. Et la liberté de faire confiance à mon propre jugement et de prendre des décisions sans crainte de représailles ou de manipulation était à la fois exaltante et terrifiante. Certains jours, la structure claire, quoique toxique, que m'avait fournie mon père me manquait, mais ces jours se sont raréfiés au fur et à mesure que je construisais mes propres fondations. Heather a connu des difficultés similaires, m'appelant souvent dans des moments de panique face à des décisions que notre père aurait prises pour elle. Ensemble, nous avons appris à être les auteurs de nos propres histoires plutôt que les personnages des siennes. Ce que je veux que vous reteniez de mon histoire est ceci: la manipulation et le contrôle peuvent ressembler à de l'amour et à de la protection. Les personnes qui nous blessent le plus sont souvent celles qui prétendent se soucier le plus de nous. Mais vos perceptions sont importantes, vos sentiments sont valables et il n'est jamais trop tard pour vous réapproprier votre propre histoire. La coupe de champagne qui devait commencer à me piéger est devenue le catalyseur de ma liberté. Parfois, le choix le plus important que nous faisons est de nous faire confiance. Même si tout le monde autour de nous dit que nous ne devrions pas le faire. Heather et moi n'en sommes qu'au début de notre voyage vers une véritable indépendance et une relation saine l'un avec l'autre. Il y a des jours difficiles et des revers. Il y a des moments où nous retombons dans nos vieux schémas. Mais nous avançons avec honnêteté et compassion, l'un pour l'autre et pour nous-mêmes. Avez-vous déjà dû prendre une décision en une fraction de seconde qui a tout changé? Ou avez-vous été victime de manipulation familiale qu'il vous a fallu des années pour reconnaître? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour entendre d'autres histoires sur la façon de se libérer des relations toxiques et de trouver son moi authentique. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo avec lui. Parfois, le fait de savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos expériences est le premier pas vers la guérison. Merci d'avoir écouté mon histoire et n'oubliez pas que vous méritez d'être l'auteur de votre propre vie.